La politique tech chinoise au menu de cette interview aujourd'hui, grâce à la présence et au passage à Paris de David Bavrez. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes investisseur français installé à Hong Kong depuis 2012. Ça fait déjà 10 ans. Donc vous financez des entreprises, vous conseillez aussi des entreprises sur place. Et vous nous dites, là en ce moment, ce qui se passe en Chine, c'est la mise au pas de ses puissances numériques, de ses propres puissances numériques. Alors c'est vrai qu'on a suivi l'affaire avec Alibaba et notamment cette introduction en bourse qui n'a pas pu avoir lieu autour de cette filiale financière d'Alibaba. On voit aussi que l'activité cloud est un peu mise au banc par le gouvernement chinois. En tout cas, elle n'est pas choisie dans les politiques publiques chinoises de l'Empire du Milieu. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes symptômes qu'on a ici en Occident autour de la régulation des géants du numérique? Alors, il y a eu un changement dramatique. On s'était vu il y a un an. J'étais très positif à l'époque parce que je disais la Chine va se développer dans les services digitaux beaucoup plus rapidement que les États-Unis et l'Europe. Exact. Et en fait, il y a eu un été meurtrier en 2021 où la Chine a fait le choix stratégique de se développer non pas par les services, parce que qui dit services digitaux, dit GAFA, dit contrôle du secteur privé et de la jeunesse par des private equity de Shanghai qui sont mes ennemis politiques. Au lieu des services, je vais me développer dans l'industrie, la production industrielle, et je vais monter en valeur ajoutée pour avoir des leaders exportateurs. Donc c'est le modèle allemand ou sud-coréen par opposition au modèle américain. Donc le problème Et ça, vous le voyez comment? J'ai cité l'exemple d'Alibaba. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qui se passe en ce moment? Il y a un an, on parlait de finance, on parlait d'éducation, on parlait de santé. Je vous disais que la Chine arrivait avec des business models qui étaient à des bases de coûts, structures de coûts, 10% de celles des États-Unis. Tout ça, c'est complètement à l'arrêt. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est une montée en gamme très puissante de l'industrie manufacturière. L'an dernier, il y avait beau y avoir le Covid, la Chine a gagné 5 points de part de marché mondial des exportations manufacturières. Donc, on parle beaucoup de la Chine qui s'écroule, qui sont ses services digitaux, mais il ne faut pas oublier que, par ailleurs, il y a la montée en puissance de l'industrie. Le problème, là où ça, à mon sens, là où Donc ça ça ne reste marche quand pas... même une vision pragmatique. Non, parce que l'industrie, c'est 30% du PNB, les services, c'est 70% chez nous. Donc quand vous faites ça, vous avez un ralentissement économique extrêmement fort. C'est pour ça que ce trimestre, vous allez avoir officiellement 2% de croissance du PNB, et en réalité, je pense que moi, elle est négative. Donc ce système, il laisse un boulevard aux États-Unis sur le métaverse, sur l'intelligence artificielle. Et je pense que la décennie 2010, qui a été la décennie de la Chine, je pense que en matière de tech, la décennie 2020, je ne serais pas étonné que ce soit celle des États-Unis. Donc un renversement total lié sans doute et le monde change. À la crise Covid. Que change aussi l'arrivée de cette guerre aux portes de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie? C'est ça qui est intéressant. Moi, quand je vis à Hong Kong, je vis en économie de guerre. Quand tu es à Paris, là, je suis depuis 3-4 jours, c'est fabuleux, c'est la paix. Et là où c'est, pour moi, investisseur, c'est complètement différent, c'est que quand vous êtes en économie de paix, vous vous intéressez à la demande. Il y a des clients qu'on essaie de servir. Donc vous faites de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre mieux la demande de mes clients. Quand vous êtes en économie de guerre, quand en 1940, vous avez une boutique beurre et fromage, vous ne demandez pas à AI de savoir si je préfère le camembert ou le reblochon. Vous dites, tant que je peux faire de la tome de Savoie, tant que je produis plus de tomes de Savoie que les autres, je vais gagner. Et hier, vous avez vu Carlos Tavares de Stellantis qui dit « Je n'aurai pas suffisamment de batteries électriques dans les 3-4 prochaines années ». Donc celui qui gagne, c'est celui qui sait mieux produire que les autres, qui a le goulot d'étranglement de la production. Et c'est ça qui s'inverse complètement. Et c'est ce qui explique également le choix chinois entre services et production, c'est qu'ils disent, on voit très bien que dans l'économie de guerre, parce qu'on est en guerre avec les US, c'est la seconde guerre froide qui commence, et bien en fait, celui qui parie sur la production, il gagne. Et donc ce qu'on voit dans les semi-conducteurs, on va le voir dans
les Chinois pensent tout un tas d'autres industries. Alors, il y a quand même un point de vue intéressant sur la question de la souveraineté, qui est une question qui nous traverse sans cesse en Europe, et même plus largement en Occident. Et là, l'Asie montre une voie possible. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, je refuse, par exemple, que mes ordinateurs soient produits par des puissances étrangères, en tout cas les ordinateurs que j'utilise dans l'administration. Oui. Il y a des vraies décisions politiques en matière de souveraineté. Est-ce que ça vous semble une manière de se protéger et peut-être demain de devenir aussi une puissance? Alors moi, ça me semble complètement opposé à la nature même de la tech. La tech n'a pas de frontières. Et donc, si vous voulez, ce decoupling, pour moi, la fin de la globalisation, je n'y crois pas du tout. Il n'y a pas de déglobalisation. Je pense qu'il y a une reglobalisation. C'est-à-dire que nous, société européenne, on ne doit pas dépendre de la même manière du gaz russe, de la défense américaine, de la sous-traitance en Chine. Donc l'urgence pour tous nos conseils d'administration, c'est de dire, c'est quoi ma stratégie Chine plus 1 ? Quand je vous dis qu'il y a un problème de production, si j'ai une société allemande, Lagarde, la semaine dernière, disait la moitié des grands groupes allemands dépendent de la Chine pour une partie stratégique de leur supply chain. Il faut construire une supply chain alternative, ce qui va se faire en Asie du Sud-Est, ce qui va se faire en Europe de l'Est et ce qui va se faire à Mexico. Mais là, on voit que la Chine se pose les mêmes questions, en fait. Elle veut à nouveau reproduire chez elle, elle veut gagner son indépendance technologique. Est-ce que ce n'est pas un moyen de construire ses futurs champions? Alors, peut-être pas dans le service, quand vous avez... mais dans le matériel, qui est aussi stratégique, l'infrastructure. Hein. Quand vous avez des technologies peu évolutives et que vous avez besoin d'économies d'échelle pour gagner, ça marche, parce que la Chine, c'est un continent. Mais quand vous avez des technologies disruptives, ce n'est pas en fermant vos frontières que vous allez avoir des meilleures idées que les autres. Et l'exemple que je vous donnais, c'est le métaverse. Oui. Le métaverse, la Chine a commencé à l'interdire en disant le métaverse, ça va être des jeux vidéo. Donc, il est hors de question que nos jeunes continuent à passer encore plus de temps devant les jeux vidéo. Là-dessus, Microsoft rachète Activision 69 milliards de $, c'est la plus grosse acquisition de toute l'histoire. Et on découvre que le métaverse, ce n'est pas une histoire de jeux vidéo, c'est une histoire de logiciel d'entreprise. Notre vie va être, tous les meetings vont être hybrides. Et les sociétés qui, par leur logiciel, vont maîtriser ce monde hybride, vont avoir des gains de productivité démentiels. Et donc la Chine dit, alors, il va falloir que je développe un métaverse B2B, mais que j'interdise le métaverse B2C, parce qu'il y a ce qu'on appelle des DAO, donc des organisations décentralisées autonomes, et ça sent un peu la démocratie. Donc, j'en veux pas. Donc, comment vous faites, quand vous êtes chinois, pour gagner dans le métaverse B2B si vous ne passez pas par le B2C? Quand Microsoft nous dit, moi, j'ai acheté Activision précisément parce que je veux, à travers les jeux, comprendre votre comportement dans un monde hybride que je vais transposer au monde. Donc, vous y voyez un signe de faiblesse aujourd'hui de cette politique? Alors, j'y vois surtout parce que moi, je suis européen et je vais être positif, j'y vois une opportunité incroyable pour nous, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un jeune Chinois, vous êtes enfermé à Shanghai, très talentueux, vous êtes enfermé à Shanghai depuis 2 mois, vous n'avez pas à manger tous les jours, vous ne rêvez. Vous avez des nouvelles de personnes aujourd'hui qui vivent ce confinement Oui, j'ai des strict. copains. Oui, j'ai des copains qui y sont. À Shanghai. Oui. Donc en fait, quand je vous dis qu'il y a un problème le problème c'est la production, ils se demandent est-ce qu'on m'a produit de la nourriture pour demain. C'est pour ça. Ils ne sont pas là à commander sur Deliveroo. Non, c'est pas. Est-ce que je vais avoir quelque chose à manger? Et donc l'opportunité qu'on a, nous, c'est tous ces jeunes Chinois, c'est de les embaucher, c'est de les faire venir chez nous. Donc tous les jeunes étudiants qui sont chinois, d'abord qui sont en France, ils n'ont pas envie de rentrer. C'est pas qu'ils ne sont pas du tout chinois, ils vont rentrer dans leur pays, mais ils disent il ne faut pas que je rentre maintenant tant qu'il y a ce qu'on appelle un crackdown sur la tech. Donc nous avons une opportunité incroyable de récupérer ces talents. Ils n'iront pas aux États-Unis. Et donc, il faut qu'on les attire en Europe et on bâtisse notre futur management de nos entreprises en Chine. Parce qu'ils se souviendront toute leur vie qu'à un moment où il y a une page un peu difficile dans leur pays, on les a accueillis, on les a formés et puis on va confronter nos idées. C'est comme ça qu'on va gagner. Ce serait ce nouveau grand pont en avant que vous défendiez dans votre dernier ouvrage, Chine-Europe. Je vous avais dit que l'Europe et la Chine allaient se rapprocher, mais que ce ne serait pas une ligne droite. Avec la Chine, c'est jamais une ligne droite. Et je pense qu'il faut que nous passions par une période où la Chine se ferme pour qu'elle comprenne que le coût de la non-coopération est très supérieur au coût de la coopération. Et c'est ça qu'il faut
qu'on arrive à mettre dans la tête des Chinois. Et puis, on est encore jeunes, on a encore plein de temps et on retravaillera ensemble. Merci beaucoup, David Bavrez, donc investisseur à Hong Kong depuis 2012, depuis 10 ans, et auteur de Chine-Europe, le grand tournant aux éditions Le Passeur. À suivre dans Smart Tech, on va revenir aux affaires politiques françaises avec cette question du nouveau gouvernement. Va-t-il créer enfin un ministère du numérique de plein exercice ?